Merci, merci. Vous allez bien? Ah non, c'est vrai, on n'est pas en direct. Alors bonjour, moi c'est Jérémy Mercier et je suis agronome à la Fédération de l'UPA de la Montérégie et aujourd'hui, nous vous présentons un projet qui nous a habité pendant les 18 derniers mois à peu près. C'est le projet de protection de la bande riveraine en Montérégie. C'est une formation sur laquelle on apprend à explorer les diverses facettes de la bande riveraine dans son cadre réglementaire comme dans son cadre plus technique. Et on essaye de l'apprécier pour ce qu'elle est, parce qu'en effet, nous apprécions tous la bande riveraine. Donc, bien sûr, à l'aube de cette présentation-là, sachez une chose, je ne suis pas un avocat et donc c'est important de le réaliser parce que je vous défends d'un jour vous défendre en disant « Oui, mais Jérémy me l'a dit lors d'une présentation à ExpoChamp ». Je serais vraiment mal à l'aise. Donc, les meilleures façons de vous valider, en fait, par rapport à la bande riveraine, ça reste les inspecteurs, ceux qui appliquent les règlements, soit municipaux, soit de l'environnement, par exemple, et bien sûr, votre agronome qui vous accompagne et qui vous appuie dans votre approche agro-environnementale à la ferme. Donc, ceci dit, bonne présentation. Le plan de la présentation aujourd'hui va se diviser en quelques points. Donc, la définition de la bande riveraine, bien sûr. Pourquoi une telle formation, nous, on a cru importante de donner. Les services écologiques et les calculs économiques rattachés à ces services. Et finalement, bien sûr, les autres valeurs, qui est un peu mon dada à moi, bien sûr. Et bien sûr, il y aura beaucoup d'acronymes. Donc, je vais mettre à l'écran le petit glossaire qui va permettre justement de faire le résumé de ces acronymes-là parce que, croyez-moi, dire PPRLPI, c'est beaucoup plus simple que de dire Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Et ainsi de suite pour tous les autres. Je vais commencer par une question toute simple. C'est quelle est la largeur de la rive selon la PPRLPI, bien sûr. Prenez le temps. Quand j'étais en présentation, souvent on entendait 3 mètres, 1 mètre sur le replat du talus. Et des fois, il y en avait qui sortaient un peu du lot en disant 10 mètres, 15 mètres. Et bien sûr, c'était ces gens-là qui avaient raison parce qu'en effet, la rive, selon la PPRLPI, ça mesure entre 10 et 15 mètres, tout dépendant bien sûr de la pente et de la hauteur du talus. Le talus, on expliquera tout à l'heure c'est quoi. La rive, c'est quelque chose qui est par rapport à un cours d'eau. Donc, la rive, ça l'avoisine un cours d'eau et non un fossé. Il n'y a pas de rive le long d'un fossé, mais il y a des règlements qui entourent les fossés. On va en parler un peu plus tard. Donc, il faut savoir différencier un cours d'eau d'un fossé. Et le cours d'eau, c'est selon la description qu'en donne la PPRLPI, c'est toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine. Le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé. Ça, c'est un cours d'eau. Et c'est quoi un fossé? C'est plus compliqué à déterminer c'est quoi un fossé. La plus belle source qu'on peut avoir, nous, au Québec, pour définir c'est quoi un fossé, c'est à l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, où est-ce qu'il y a une description, entre autres, de 4 types de genres de fossés. Et donc, je vous invite à aller la consulter. Bien sûr, parce que c'est quand même long à expliquer, mais sachez une chose, entre autres, un fossé, s'il draine plus que 100 hectares de sol, de superficie, il devient un cours d'eau. De même que si le fossé se trouve à être dans le tracé d'un cours d'eau, eh bien, ce tronçon de fossé-là va aussi devenir le cours d'eau. L'organisme permettant vraiment de vous aiguiller sur si c'est un cours d'eau ou un fossé, c'est entre autres la MRC de par ses gestionnaires de cours d'eau et ou encore les inspecteurs municipaux qui ont les outils, les photos, les orthophotos en fait, même des procès-verbaux permettant de savoir si c'est un fossé ou un cours d'eau. Bien sûr, le réflexe à prendre, c'est dans le doute, c'est un cours d'eau.
Partez de cette idée-là que si vous ne savez pas si c'est un fossé ou un cours d'eau, mieux vaut être plus sévère que pas assez. Donc, c'est un cours d'eau. La largeur de la bande riveraine et ce que dit la PPRLPI. Comme je vous disais tantôt, lors de nos présentations antérieures, on a entendu entre autres du 3 mètres, du 1 mètre sur le replat du talus. C'est plus compliqué que ça, parce que bien sûr, c'est toujours plus compliqué que ça. La mesure relative aux rives, dans le cas de la bande riveraine dans un contexte agricole, ça se lit comme suit. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'1 mètre sur le haut du talus. Plusieurs mots-clés à retenir, entre autres la ligne des hautes eaux, mais avant, on va présenter des exemples qui sont tirés à même de la PPRLPI. Je vais présenter une image à votre écran, là où est-ce qu'on voit une rive sans vraiment talus apparent. Et donc, la mesure, la largeur de la ligne des hautes eaux se prend, la largeur de la bande riveraine se prend à partir de la ligne des hautes eaux, oui. Et donc, il faut mesurer 3 mètres. 3 mètres à vol d'oiseau. C'est pas l'hypoténuse, c'est vraiment à vol d'oiseau. Donc, une belle droite. 3 mètres. Ceci dit, s'il y a un talus, et là c'est particulier, donc s'il y a un talus, il faut aller chercher minimalement toujours 1 mètre sur le replat du talus, mais il faut toujours minimalement 3 mètres de largeur à vol d'oiseau. Donc, comme vous pouvez voir sur la rive de gauche, il y a ici un exemple il y a 2,5 mètres de largeur de talus. On est en bas du 3 mètres, donc il faut 1 mètre sur le replat du talus. Et donc, la bande riveraine réglementaire est 3,5 mètres, selon la PPRLPI, bien sûr. Dans l'autre cas, la rive de droite, c'est plus simple un peu. Vous voyez un tout petit talus, une largeur de 1 mètre. Mais là, ce n'est pas suffisant d'avoir 1 mètre sur le replat du talus, puisqu'il faut toujours minimalement 3 mètres. Et donc, il faut tirer sur 2 mètres de replat de talus pour avoir le minimum de 3 mètres. Donc, ce sont les cas expliqués dans la PPRLPI. Ensuite, c'est quoi ça, la ligne des hautes eaux? Ça dépend. On le sait, c'est jamais simple, c'est jamais le fun de se faire répondre ça. Il y a plusieurs façons de déterminer la ligne des hautes eaux. Le premier moyen et la principale, c'est l'approche dite botanique. Donc, la ligne des hautes eaux correspond à la zone qui passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Et donc, comme la description le veut, on peut penser à des quenouilles, entre autres, on peut penser à des plantes de milieu humide, plus humides, la prêle, qui n'est pas obligatoire d'être dans les plantes aquatiques, mais ça peut donner une idée. Donc, c'est quand on voit vraiment un passage des plantes aquatiques aux plantes terrestres. On se tire une ligne avec ça et théoriquement, à partir de là, on mesure son 3 mètres réglementaire. Il existe aussi la cote d'inondation d'une crue de récurrence 2 ans, donc la fameuse 0,2 ans. Comme on l'explique, c'est ça. C'est à chaque printemps ou aux 2 ans, où est-ce que le niveau que l'eau atteint. Et donc, ça, c'est à peu près notre ligne des hautes eaux. Ce qu'on peut faire dans la bande riveraine, ce qui est généralement permis, c'est entre autres de semer et mettre en terre des plantes herbacées, des arbustes, des arbres sur la rive, de manière à établir un couvert végétal permanent et durable. Et le couvert végétal permanent et durable est important. Parce que des cultures annuelles, on ne peut pas, mais des cultures pérennes, comme des prairies riveraines, on y a le droit.
On a le droit de récolter ces mêmes plantes herbacées et les fruits des arbres fruitiers. On peut prélever jusqu'à 50% des arbres de 10 cm et plus de diamètre, et cela à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50%. Bien sûr, installer des clôtures afin d'empêcher le bétail d'avoir accès aux cours d'eau et aménager des sites d'abreuvement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Bien sûr, je prends par exemple prélever les 50% d'arbres de 10 cm et plus. Il faut faire attention parce qu'il y a des règlements municipaux qui sont plus sévères que ce que demande la PPRLPI. On va le voir à la fin dans la hiérarchie de où est-ce que se place la PPRLPI et comment est-ce qu'on peut être de plus en plus sévère par rapport à cette dernière. Donc, c'est important de savoir que quand même bien qu'en ce moment, je vous explique qu'on parle de la PPRLPI puis qu'en effet, c'est comme une grande politique, bien, sachez que c'est les orientations de votre municipalité, c'est les règlements de votre municipalité qui s'appliquent, mais il y a fort à parier, ils se sont inspirés de la PPRLPI. Ce qui est généralement permis dans le talus et dans le cours d'eau, bien, vous avez le droit, avec les autorisations bien sûr, entre autres de stabiliser le talus, de stabiliser les sorties de drain afin d'éviter l'érosion, mais toujours avec des autorisations, aménager un passage à gué, construire et entretenir des ponts de ponceaux pour traverser le cours d'eau, retirer du cours d'eau les branches et les débris pouvant entraver la libre circulation de l'eau. Ceci dit, comme je le disais, avec des autorisations, mieux vaut prévenir, valider avec les autorités, les autorisations et même votre conseiller, votre agronome, les autorisations nécessaires pour amener à bien ce genre de travaux. Une bande riveraine. Pourquoi? Il existe plus d'une raison de mettre en place ce projet environnemental sur nos terres. Au Québec, nous devons apprendre à vivre avec des alliés des cultures, mais aussi les indésirables. Les mauvaises herbes là, que je déteste, là, les indésirables, les appels de même, ils sont portés toujours à partir du bord du champ. Eux. Ils partent sur le bord du fossé, ces mauvaises herbes-là, puis ils s'en viennent dans le milieu du champ au fil des ans. Fait qu'en faisant une bande riveraine sur le bord du fossé, là, on lui met comme un cordon, là, puis ça les stoppe. Fait que c'est une bonne idée. En stabilisant nos berges, nous prévenons l'érosion de nos terres tout en augmentant nos rendements. La plantation d'arbres et d'arbustes dans la rive réduira l'érosion éolienne et retiendra les pesticides. Puis on veut que l'ouvrage reste là longtemps. Fait que moi, je recommande à tout le monde de faire. Moi, d'ailleurs, mes bandes riveraines, celle-là est élargie. Toutes mes autres secondaires vont être élargies dans les années à venir. C'est de quoi de durable qui reste là. Tu implantes ça, c'est bon pour au moins 10 ans. La portance est bonne partout autour du champ. Tu arrives pour aller faire un travail quelconque dans le champ, tu te promènes dans la superficie de foin. T'emmènes pas de terre dans la rue. Moi, je suis en ville, à Sorel-Tracy. Fait que c'est important que je salisse pas trop la route. Fait que il y a plein d'avantages à avoir ma bande riveraine. J'adore ma bande riveraine. Alors, ce qu'on ne peut pas faire dans la bande riveraine, ce qui est généralement interdit dans la bande riveraine selon le site Opération Bande Riveraine que vous pouvez voir sur le site de la Confédération de l'UPA, entre autres, bien, on ne peut pas travailler le sol et le laisser à nu. On ne peut pas épandre des fertilisants ou des pesticides, incluant même les prairies riveraines, les cultures pérennes. Et finalement, on ne peut pas réaliser des interventions pouvant affecter la stabilité de la rive. C'est ça. Pourquoi on ne peut pas épandre de fertilisants ou de pesticides? Eh bien, il faut se reporter à d'autres textes de règlement. Et donc, l'article 30 du REA, donc tout le monde connaît le cher REA, l'article 30 dit que l'épandage de matières fertilisantes est interdit dans les espaces suivants. Un cours ou plan d'eau, ainsi qu'à l'intérieur de la bande riveraine dont les limites sont définies par le règlement municipal. Donc, c'est assez simple, on ne peut pas mettre de fertilisant sur la même bande riveraine que ce qui est tiré par le règlement municipal. Bien sûr,
si en l'absence d'une bande riveraine définie par règlement municipal, on n'a pas le droit d'appliquer dans un cours d'eau, dans un lac, un marécage d'une superficie minimale de 10 000 m², ou dans un étang, ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 mètres de ceux-ci, dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande de 1 mètre de ce fossé, et aux fins de déterminer la bande riveraine des lieux mentionnés au premier alinéa, la mesure est prise à partir de la ligne des hautes eaux, la même ligne des hautes eaux. Et de plus, s'il y a un talus, cet espace doit inclure une largeur d'au moins 1 mètre sur le haut de ce talus. Donc, vous inquiétez pas, tantôt j'ai fait un beau petit tableau résumé. Ça va tout reprendre, cette idée. Parce qu'on tombe encore dans le plus compliqué quand vient le temps de parler du Code de gestion des pesticides, qui est toujours à l'article 30, qui plus est, drôle d'adon. Il est interdit d'appliquer un pesticide à des fins agricoles à moins de 3 mètres d'un cours ou plan d'eau ou d'un fossé lorsque l'aire totale d'écoulement, l'argent moyen multiplié par la hauteur moyenne, de la partie du cours d'eau du fossé est supérieure à 2 mètres carrés. La distance relative à un fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci. Et bien sûr, dans les cas de 2 mètres carrés et moins, là, on tombe à 1 mètre d'un cours d'eau ou du fossé. Donc, c'est quoi l'aire d'écoulement? C'est tout simplement l'aire du trapèze que ferait votre cours d'eau. Donc, le bas du cours d'eau, le haut du cours d'eau et la hauteur de celui-ci. On fait l'aire du trapèze pour tous ceux qui se rappellent de leur notion d'aire de trapèze de 6e année, je crois. Donc, et finalement, c'est ça, j'ai fait un petit résumé des 3 textes de loi. En fait, les 3 textes de loi, les 3 grands documents, et donc qui résument à peu près où est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'il faut faire attention. Et on finit avec une dernière slide de ce qu'on ne peut pas faire. Procéder à la coupe à blanc d'arbres et à la récolte par trouée. Démanteler un parage de castors. Il faut demander à la municipalité, bien sûr, pour ce genre de travaux-là. Creuser, canaliser, modifier le tracé ou remblayer les cours d'eau. Prélever du gravier dans le cours d'eau. Construire des barrages ou des digues et permettre le libre accès des animaux aux berges. Parce que, je vous le rappelle, les animaux sont aussi une source de fertilisants. Et là, vous allez tomber non pas sur le texte de la ville, mais bien sur les règlements de l'environnement. Les amendes sont un peu plus salées. Et bien sûr, un petit avertissement, c'est toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, peu importe ce que vous vous apprêtez à faire, ce que vous vous apprêtez à exécuter, toutes les autorisations requises doivent être obtenues avant. Et donc, s'il vous plaît, il est de votre responsabilité de vérifier auprès des autorités compétentes les autorisations nécessaires. Un mot sur la PPRLPI, parce que tantôt, je vous disais justement, là, j'ai fait le sommaire, ce que l'orientation gouvernementale en est, en fait. Ça, c'est un texte, la PPRLPI, c'est un texte provincial. Donc, on a ce texte provincial-là, dans lequel les MRC s'en vont chercher les grandes lignes. Et donc, le schéma d'aménagement et de développement des MRC doivent être en respect des exigences minimales de la PPRLPI. Ceci dit, les MRC peuvent être plus sévères que ce que demande la PPRLPI. Et ensuite, les règlements municipaux peuvent être plus sévères que le schéma d'aménagement et peuvent être plus sévères que la PPRLPI. Donc, quand même bien que là, on vient de parler de la PPRLPI, sachez que ce qui s'applique sur le terrain et ce qui peut être plus sévère que la PPRLPI, c'est vos règlements municipaux. C'est les inspecteurs municipaux qui viennent faire la validation de conformité et donc, c'est à eux, c'est les règlements de votre municipalité qui priment. Donc. Une bande riveraine. Pourquoi? Il existe plus d'une raison de mettre en place ce projet environnemental sur nos terres. La bande riveraine agit pour filtrer les contaminants. Elle bloque physiquement les sédiments qui voyagent par le ruissellement, auxquels se sont liés du phosphore ou certains pesticides et les excès d'azote.
Nous autres, on est partie prenante de ce lac-là. On est à 8 km. Fait que tout ce qu'on fait comme agriculteur de gestes positifs, ça va redonner le blason, puis on n'est pas un caillou dans le soulier, on est un incontournable pour réussir à améliorer notre lac Saint-Pierre. On fait partie de ce lac-là. C'est notre lac. Fait que c'est nous autres qui va faire les gestes en amont pour que lui soit encore un lac qui est viable là, au niveau de sa biodiversité, puis que nous autres, on va y avoir participé. On est dedans, on est là-dedans. Fait que c'est sûr qu'on est indissociable de ça. Là. La végétation entourant les cours d'eau aide à abaisser la température de l'eau et à créer un habitat pour une faune aquatique diversifiée. Fait qu'en bout de ligne, tous ces gestes-là qu'on fait comme agriculteurs, nous autres, premièrement, on va être gagnants, on est gagnants, mais tous nos citoyens autour de nous autres, notre MRC, notre beau lac Saint-Pierre qui est là, en fin de compte, on est gagnants comme agriculteurs, les citoyens autour de nous autres sont gagnants, les animaux sont gagnants, les insectes sont gagnants, même les oiseaux. C'est un projet win-win, là. Tout le monde est gagnant. OK, donc pour la prochaine partie, on va parler maintenant de pourquoi une telle séance d'information. J'ai cru bon de commencer par le plus lourd pour toujours s'alléger de plus en plus au fil de la présentation. Vous allez voir que c'est faux cette affirmation parce que tantôt ça va être vraiment complexe. Donc, pourquoi une telle séance d'information? En Montérégie, à la Fédération de l'UPA, on a décidé de justement adresser un peu le problème des bandes riveraines non respectées parce que, entre autres, les rapports de caractérisation. Que sont les rapports de caractérisation? Ce sont justement des rapports où des gens ont décidé de marcher des cours d'eau, ont décidé de caractériser où en était le respect du règlement le long de ces cours d'eau-là. C'est sûr qu'on n'a pas le portrait global pour la Montérégie parce que ça serait complètement, ça coûterait tellement cher, ça prendrait tellement de temps qu'aussitôt fini, il faudrait le recommencer parce que le progrès ne cesse de progresser. Donc, les rapports de caractérisation donnent un peu une idée, une image, une photo de la situation. Plusieurs rapports ont été faits, entre autres par les MRC, tantôt par les municipalités, tantôt par les organismes de bassin versant. Et on peut relever une certaine tendance, c'est que tout dépendant, soit des bassins versants ou des lieux que l'on évalue, dans le fond, on tombe à entre 30-35% de respect jusqu'à 80% de respect. Donc, c'est très mitigé, c'est très large. C'est certain que on peut pas nécessairement donner, c'est ça, un portrait global. Certaines zones sont plus à risque, d'autres sont plus respectées. Bien sûr, il y a aussi tout cet effet-là social, cette pression sociétale qui existe par rapport à nos cours d'eau. C'est sûr que le Québec, on est pourvu, hein, on a beaucoup de cours d'eau et donc on peut voir aussi une certaine sensibilité du public par rapport à ça. Si vous vous rappelez, entre autres, du reportage de la Semaine verte qu'il y a eu, je pense, en 2018, oui, le 28 octobre 2018, il y a eu un reportage de la Semaine verte, un article de Radio-Canada sur justement peu de bandes riveraines conformes en milieu agricole. Ensuite, on a eu le maintenant célèbre article de la rivière Chibouette, hein, donc la rivière aux horreurs, et le encore plus populaire maintenant, la réponse de Patrick Lagacé à cet article-là, le 23 septembre 2019. Ça, bien au-delà de... On peut débattre, ça reste quand même que le public présente ainsi des inquiétudes. Tantôt, je vous ai menti en disant que ça allait s'alléger. Là. On va rentrer dans le creux, dans le vif du sujet, en fait, là où est-ce qu'on m'a demandé en tant qu'agronome qui étudie en agroéconomie de faire des calculs. Vous allez voir, ça va aller rapidement. Je vais mettre quand même je vais mettre certaines diapos en plein écran pour que vous puissiez suivre. Il faut comprendre que
on va essayer, dans le fond, d'évaluer qu'est-ce que peut nous amener une bande riveraine en termes à la manière d'un budget partiel. Okay? Donc, revenu en plus, revenu en moins, charge en plus, charge en moins. Je vais prendre un cas très appliqué. Dans mon cas, je vais prendre chez nous. Parce qu'en effet, chez nous, on a des planches de culture. On va planter, on va prendre notre planche de 4 hectares, par exemple, on va y semer du maïs. Le long de cette planche-là, il y a 361 mètres de cours d'eau. On va être réglementaire. On va considérer que notre talus a 2 mètres de large et donc, sur le replat du talus, il nous faut 1 mètre. Et donc, c'est 361 mètres carrés de dédiés, non pas à la culture, mais bien dédiés à la bande riveraine. À partir de cette idée. Comme je disais, à la manière d'un budget partiel. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un chèque qu'on reçoit. Il faut juste, c'est une façon de parler en argent. Certes, ceci dit, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une promesse d'achat, de vente, c'est littéralement juste une façon d'apprécier un service avec une valeur monétaire. Disons ça ainsi. On commence par le revenu en moins et le coût de renonciation parce que c'est souvent celui-là qui nous vient premièrement à l'esprit. Le coût de renonciation, c'est quoi? C'est tout simplement de dire, si je renonce à du maïs, combien est-ce que je perds? Dans le cas d'une bande riveraine, c'est ça. C'est la superficie que je concède pour la laisser en bande riveraine. Je perds mes récoltes, ça va me coûter combien? Donc, je suis parti de l'idée du 361 mètres carrés, c'est donc 0,03 hectares. J'ai pris un rendement de maïs à 12 tonnes l'hectare. Ça dépend quel été on est, ça je suis tout à fait d'accord. Ça dépend aussi dans quelle région du Québec on est, je suis tout à fait d'accord. La FADQ me donne 10 000 kilos, en fait 10 tonnes à l'hectare pour mon coin en Montérégie-Ouest. J'en mets 12 parce que je suis un bon producteur. Et je l'ai mis à 225 $ la tonne. Je n'ai pas suivi le cours du maïs tout récemment, mais mettons qu'il est à 225 $ la tonne à la récolte. Cette superficie que je perds là, c'est 81 $ de revenus en moins. OK. Ceci dit, ce que je ne vends pas dans ce cas bien précis, je ne l'ai pas non plus produit. Et donc, c'est les intrants rattachés à ça aussi que je m'évite. C'est le passage de la machinerie, c'est entre autres. Donc, le coût de production, je l'ai pris du CACPA, donc le Centre d'études de coûts de production agricole. En 2016, je le donnais pour le maïs. Donc, j'étais à 2000 $ et plus à l'hectare. Je l'ai ramené sur mon 0,03, 62 $ l'hectare. Finalement, ma marge, c'est 19 $ en marge en moins parce que je ne cultiverai pas mon 0,03 hectares. Il y a bien sûr une panoplie de coûts de renonciation, puis ça dépend du prix que vous allez obtenir et du coût de production que vous avez. Je vous invite à le calculer avec votre agronome, entre autres, votre conseiller en gestion. Il y a tous les moyens pour faire ça. 19 $ de marge en moins, dans mon cas précisément, mais ça reviendrait à renoncer à 64 $ si j'en faisais sur 1 km et si je faisais les 2 rives, je tomberais à 128 $ de renoncer. Les rendements en bord de champ, et là souvent des agronomes disent oui, mais finalement les rendements en bord de champ, de toute façon, ne sont même pas payants ces rangs-là. Et là, c'est encore moins que 12 tonnes. Puis pourquoi moi je le mets à 12 tonnes? C'est parce qu'une bande riveraine réglementaire, ça ne te sauve pas de toute la compaction que tu fais en t'envirant dans ton bout de champ. Et donc, ce que tu sacrifies réellement en faisant tout simplement ton 1 mètre, dans le fond, tu te trouves, tu ne te protèges pas de la compaction. Et donc, c'est un peu le milieu de ton champ que tu perds. C'est un effet de compaction l'effet de compaction, ça a été quantifié, qualifié par André Brunel, entre autres, en 2003. Il y avait 4 facteurs: compaction due à la structure du sol, compaction due au passage de la machinerie, compaction par cause naturelle ou humaine et éléments fertilisants en moins grand nombre. Donc,
Ça dépend bien sûr du lieu où est-ce qu'on fait notre bande riveraine, mais somme toute, si on recule tout juste notre bande riveraine respectée, on aura toujours cet effet de bordure-là. On ne pourra pas s'en protéger. Et donc, vraiment, c'est le milieu du champ qu'on parle. Les charges en moins. Les charges en moins, dans la catégorie des amendes et des sanctions administratives pécuniaires. En vertu des règlements municipaux, tout contrevenant peut être mis à l'amende. Bon. Dans le cas, par exemple, de Saint-Barnabé-Sud, une municipalité en Montérégie, pour une personne morale, une première infraction, c'est 600 $ pour ne pas avoir respecté la bande riveraine. Respecter la bande riveraine, ça évite cette amende-là. Les sanctions administratives pécuniaires, quant à elles, sont des amendes données par le gouvernement, donc l'environnement, et c'est entre 2 000 et 10 000 $. Et ça, c'est dans le cas, par exemple, qu'on n'a pas respecté le REA ou le Code de gestion des pesticides. La bande riveraine, dans le fond, là, ce qu'elle vous permet de faire là, dans ce beau service-là, c'est de vous éviter ces amendes-là. Et elle vous offre une frontière physique, une frontière visuelle pour savoir très exactement où est-ce qu'il ne faut pas appliquer et donc être potentiellement être mis à l'amende. Pour ceux et celles qui diraient que les amendes, c'est une manière de faire peur, je suis un peu d'accord, mais en même temps, les amendes, ça reste quand même le meilleur moyen qu'on a de recadrer un comportement. Et donc, ils sont là pour rester et il y aura toujours cette épée de Damoclès de l'amende qui planera au-dessus de vos têtes tant aussi longtemps que la bande riveraine ne sera pas respectée. J'ai mis un petit tableau, je vais vous partager le petit tableau que j'ai fait où est-ce que, par exemple, le maïs à 243 $ la tonne, dans cet exemple-là, parce que je l'avais fait un peu plus tard, toujours à des rendements de 12 tonnes l'hectare, je vous calcule combien de kilomètres il vous faudrait cultiver de bande riveraine pour payer l'amende que vous vous apprêtez à payer. Dans le cas, par exemple, d'un 600 $, si vous cultivez sur 1 mètre sur le replat du talus, il vous faudrait 7,1 km pour payer l'amende. Fait que il en faut de la bande riveraine pour outrepasser le règlement. C'est ça qu'il faut. Il faut en cultiver en sapristi. Maintenant, j'ai eu un mandat, ça a été d'essayer d'apprécier les services de plantes qu'on n'a pas l'habitude de calculer. Et là, bien sûr, vous regardez ça depuis votre salon ou bien votre ordinateur, puis vous dites, ce garçon-là, c'est sûr que déjà, il sait ce que ça vaut des plantes qu'on n'a pas l'habitude de cultiver, de par mes cheveux longs peut-être. Mais on va se prêter à l'exercice de déterminer ensemble comment est-ce qu'on peut apprécier chacun de ces services-là. J'ai demandé à des amis j'ai un bon réseau, entre autres, de producteurs et de collègues qui travaillent en agriculture. Je leur ai posé la question, justement, quels sont les services rendus par la bande riveraine? La première réponse la plus populaire, c'est réduction de l'érosion, avec 23 répondants. J'ai eu aussi amélioration de la qualité de l'eau, avec 21 répondants. Filtreur à sédiments à 13 répondants, amélioration de la biodiversité 11, prévention des inondations 4, créer de l'emploi 4, faire fâcher 3 et finalement une frontière physique. Puis en effet, la frontière physique, comme on en parlait tantôt, c'est toujours plus le fun de tout simplement dire à quelqu'un qui pourrait appliquer les engrais ou bien les pesticides, simplement dire « arrose pas la bande riveraine, épand pas sa bande riveraine ». Puis on va se clairer de tout ça, de tous ces problèmes et toute cette menace d'amende-là. Allons-y avec les services. Les revenus en plus. Haies brise-vent et préservation de l'efficacité des drains. La bande riveraine, ça peut agir comme une haie brise-vent si, bien sûr, on y met des arbres. Et les arbres, dans le fond, ont cette force-là de limiter l'assèchement du sol, d'améliorer le couvert de neige l'hiver. Et en 2014, entre autres, André Vézina, un ingénieur forestier qui travaille à la Pocatière, chiffrait d'à peu près 5 % l'amélioration dans les rendements dans le maïs, une amélioration faite aux 3 ans. Pourquoi 3 ans? C'est parce que
une année sur 3, le climat, dans le fond, est propice à être, dans le fond, tamponné par la haie brise-vent. Donc, je vous partage entre autres ce tableau-là qui a été publié dans le Bulletin des agriculteurs où on voit les différents rendements pour les différents lieux. C'est une méta-analyse, dans le fond, une analyse d'analyse sur différentes cultures à différentes régions. Et on voit ainsi l'amélioration des rendements. Continuons avec les revenus en plus dans une autre perspective que les haies brise-vent, cette fois-ci la préservation de la capacité des drains. Et là, vous allez voir, je pars de loin. Une bande riveraine, ce que ça peut faire, entre autres, 3 choses, c'est empêcher les sédiments de rejoindre le cours d'eau, on est d'accord. Les arbustes qui seraient présents dans la bande riveraine, ça peut décourager les terriers des rats musqués. Donc, affecter positivement la stabilité de la berge. Et bien sûr, ça peut retenir la berge. Une bande riveraine, la berge, dans le fond, est retenue et donc beaucoup moins de sédiments dans le cours d'eau. Ces sédiments-là qui ne se retrouvent pas dans le cours d'eau, n'affectent pas le niveau de l'eau. Encore moins, quand on parle d'affaissement de la berge, c'est sûr que s'il y a affaissement près des drains, c'est sûr que ça aussi, ça l'affecte négativement la capacité des drains à justement faire sortir l'eau du champ. De prévenir ça, ça l'améliore ou ça maintient des rendements et ce, sur plus longtemps. C'est ça qu'il faut calculer et c'est ça que je veux vous faire apprécier. Dans le cas d'une petite zone qu'on pourrait dire qui est mal drainée de par des niveaux d'eau qui sont trop élevés ou des sédiments qui se présentent au mauvais endroit, au mauvais moment, mettons 0,5 hectare, où le rendement diminue par exemple de 10 %, donc une toute petite diminution de rendement, à 12 tonnes l'hectare, toujours mon maïs à 225 $ la tonne, c'est de prévenir une perte d'à peu près 83 $. On peut le faire pour n'importe quel genre de rendement. C'est juste d'apprécier le fait qu'un cours d'eau qui se vide bien, ça permet entre autres des drains qui fonctionnent mieux et ce, plus longtemps. Les charges en moins ensuite. Prévention de rénovation et d'entretien des cours d'eau. Quand la rive est grugée par les vagues ou par les glaces ou bien les niveaux de eau trop hauts, c'est sûr que la berge elle peut reculer. Et donc, on perd du terrain. On est tous d'accord. Il y a 2 choix qui s'offrent à nous. C'est soit de laisser faire les méandres, et donc laisser les méandres, c'est quoi? C'est les colimaçons que fait une rivière naturellement. Ou encore, on rénove le cours d'eau pour le solidifier, le stabiliser et garder sa droiture. Oui. Donc, laisser faire ces méandres, par exemple, prenons, laisser faire ces méandres, c'est sûr que c'est moins de travail pour rénover parce que finalement, on ne rénove pas, sauf que c'est peut-être plus de travail pour contourner, s'adapter à cette nouvelle configuration-là. Et bien sûr, il y a des pertes de récolte. Et rénover, dans le cas où est-ce qu'on mettrait justement, on referait un reprofilage de berge, là, c'est des coûts qui peuvent ressembler à peu près à 400 $ du mètre linéaire, tout dépendant bien sûr de la technologie, de la technique que vous allez prendre. Ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est tout simplement de se dire que mieux vaut prévenir que guérir. On ne veut pas dépenser, donc si on laisse les végétaux faire leur travail, on aura peut-être qu'on va être obligé de dépenser éventuellement, mais au moins reporter la dépense, c'est intéressant. Si on laisse faire les méandres, calculons-le. Par exemple, 50 mètres, dis-je, linéaires, qui reculent d'1 mètre par année, et ce pendant 10 ans. Ça nous donne donc 500 mètres carrés reculés sur 10 ans. À la valeur
à la valeur foncière d'à peu près 36 108 selon ce que le transacteur me donne, ça représenterait à peu près 1805 en perte foncière. Pour les récoltes seulement, ce 500 mètres carrés-là reviendrait à peu près à 17,52 $. Bien sûr, là-dessus, la valeur liée, entre autres aussi, à l'emprunt que vous avez fait pour acquérir cette terre-là pourrait être calculée, mais là, je ne l'ai pas pris. C'est strictement la valeur en capital de la terre que j'ai calculée. D'un autre côté, il y a moyen de rénover des berges affaissées et donc de faire un reprofilage de berges. Et comme je le disais tantôt, à peu près 400 $ du mètre linéaire. Ceci dit, du génie végétal comme ça, plus souvent qu'autrement, ça dure longtemps dans le temps. En effet, des recherches faites en Belgique donnaient des infrastructures de génie végétal qui duraient à peu près 25 ans. Quand la bonne technique est employée, on peut vraiment faire long de chemin avec sa propre aménagement. Et donc, la question, c'est, est-ce que si on se fie aux plantes pour faire du travail, faire leur travail en fait, est-ce qu'on n'est pas gagnant de ça? Est-ce que de ne pas engager une dépense courante, c'est payant? Oui, parce que l'argent qu'on n'a pas à mettre dans l'entreprise pour ça, très exactement, peut aller ailleurs. Parce que votre entreprise, c'est une machine qui prend du cash pour en faire plus. Bon, certains diront qu'on n'en avait pas nécessairement plus, mais l'idée d'une entreprise, c'est ça. C'est de prendre des capitaux, les faire fleurir, les faire fluctuer et en faire ressortir plus de capitaux. C'est ce qu'on appelle la rentabilité de l'entreprise. Et donc, si vous évitez de faire une dépense maintenant, vous la laissez dans l'entreprise pour faire des choses plus payantes. Et donc, quand même bien que vous avez à faire la dépense plus tard, mais ce moment-là où est-ce qu'elle était dans l'entreprise, elle a fructifié. Si on rénove une berge, 50 mètres, par exemple, linéaire, c'est donc 20 000 $ qu'il faudrait dépenser. Si on s'évite ça, grâce au travail des plantes, c'est 20 000 $ qu'on n'a pas à dépenser et donc qui est placé dans l'entreprise. Et si, par exemple, on a un taux de 3 % avec une rentabilité financière de 3 % et un taux d'inflation à peu près de 2 %, c'est du 1 % net, pendant 10 ans, on peut ramener ça à peu près 209 $ de gagné par année, tout simplement parce qu'on n'a pas eu à dépenser. Et plus c'est long, plus on reporte loin, plus on est gagnant de ça. La même chose avec les travaux d'entretien des cours d'eau. Parce que si on est capable de reporter les travaux d'entretien à plus loin dans le temps, dans ce cas-là, on est encore gagnant. Comment est-ce qu'on calcule ça? Les coûts variaient à peu près. D'entretien des cours d'eau en 2012, on pouvait parler entre 12 000 et 33 000 $ au kilomètre linéaire d'entretien. Et donc, on veut reporter ça. Ces frais-là d'entretien des cours d'eau, bien sûr, sont répartis en fonction du bassin versant ou au prorata de la rive possédée ou partagés entre tous les contribuables municipaux. Dans le cas des agriculteurs, c'est sûr qu'il y a le PCTFA qui aide justement à assumer une partie de ces entretiens-là. Dans mon cas, chez nous, on se rappelle, on a à peu près 2,16 km de cours d'eau et notre part à nous, en fait, est de 730 mètres. Donc, on a 34 % du cours d'eau. Si, par exemple, avec mon 30 % de PCTFA que je dois payer, ce serait 3 415 $ que je devrais payer. Et si je reporte le nettoyage de 5 ans, par exemple, finalement, je ferais 35 $. Encore là, c'est des peanuts. Je peux faire le calcul aussi en fonction de mon bassin versant. Là, le bassin versant est de 216. Moi, j'en ai 51,5. Donc, j'étais à 24 %. Je paye sur cet entretien-là. Là, je tombe à 25 $ de gagné. Et bien sûr, l'entretien des cours d'eau qui sont remboursés à 70 % par le PCTFA, mais c'est de penser que si on réduit ça, c'est moins d'argent qui est pris du programme de crédit de taxe foncière et c'est donc plus d'argent destiné à son véritable mandat, qui
qui est justement d'accompagner dans les valeurs taxables qui ne cessent d'augmenter dans le fond. Les charges en plus, c'est certain que quand on parle d'aménagement, ça coûte cher. Une bande riveraine, c'est un peu sa force, c'est que ça coûte entre 0 et trop cher, tout dépendant de ce qu'on décide de se faire. Bien sûr, le règlement ne nous oblige pas à aménager, en fait. Donc, on peut se tasser, on peut prendre des semences d'herbacées de la prairie, on peut planter des arbustes, on peut planter des arbres. Et bien sûr, chacun de ces choix-là de végétaux amène leur propre prix. Et encore une fois, il y a des incitatifs qui existent pour les différents aménagements. On pense à Prime Vert avec le 70 %. Il y a des considérants là, à prendre, donc informez-vous auprès du MAPAC de votre région. En Montérégie aussi, on a le programme ALUS qui permet de récompenser, de rétribuer les services écologiques faits par des ouvrages agroécologiques, dans le fond, entre autres les bandes riveraines élargies. Et finalement, une charge en plus qui est importante, c'est l'entretien, c'est certain. Comme je le disais, la PPRLPI autorise une fauche et c'est certain que si vous avez à faucher votre bande riveraine, vous avez des coûts rattachés à ça et le CRAAC propose pour de la tonte un 120 $ de l'heure, travail à forfait. Et quand on peut calculer qu'à peu près en 1 kilomètre, on peut s'attendre d'être fait au moins en 1 heure. Là. Donc, j'ai gardé à peu près 120 $. Finalement, on prend ce qu'on veut prendre de tous ces services-là, de tous ces coûts-là, et on décide si oui ou non, ça peut être avantageux pour nous ou pas, tout dépendant des végétaux, parce que les végétaux vont rendre des services à différents niveaux. Donc, c'est sûr que vous ne pourrez pas semer une prairie riveraine puis espérer en faire une haie brise-vent. Une bande riveraine. Pourquoi? Il existe plus d'une raison de mettre en place ce projet environnemental sur nos terres. Une bande riveraine assure un habitat essentiel pour les pollinisateurs. Pour la biodiversité, c'est de retrouver un équilibre sur nos fermes aussi. C'est important que les papillons aient quelque chose à manger, que les guêpes aient quelque chose à manger, les abeilles indigènes, les bourdons, ils servent tous à quelque chose. On a des marmottes, on a des chevreuils, on a des oiseaux en quantité. Parce que ça, les oiseaux, je dirais que ça fait 20 ans qu'on travaille pour les oiseaux. Moi, j'ai des gens ici, des voisins, qui mettent des cabanes, des petites cabanes à oiseaux. Là. Il y en a partout. D'ailleurs, l'UPA m'en a mis dans ma bande riveraine, mais il y en a ailleurs aussi. Fait que beaucoup d'oiseaux. Beaucoup. On les entend, on les voit, puis c'est beau. Oui, c'est beau, c'est le fun. En plus de créer un habitat pour les oiseaux, cette importance accordée au paysage pourra transparaître dans la valeur du milieu et valoriser le travail de nos producteurs agricoles. Comme les hirondelles de grange, là, on a 4-5 types d'hirondelles qui sont en train de disparaître. Là. C'est important de leur donner à manger à eux autres aussi. C'est des insectes. Donc, on attire les insectes pour réattirer d'autres types d'oiseaux aussi qu'on est en train de perdre. Tant qu'en voir une bande riveraine, on va la faucher un peu moins souvent. On va laisser les plantes naturelles faire leurs fleurs pour que ça fasse de la nourriture pour nos pollinisateurs. Puis ce qu'on réalise, si tu as de la nourriture, les abeilles vont butiner là, ils vont se développer, les oiseaux avec les arbustes. Fait que après ça, là, tu vois plus tes 4 rangs de maïs que tu as laissé tomber. On se fait un thumbs up, c'est vrai quand on est capable de réussir ça, de se dire, regarde, moi je suis un gardien de mon environnement, de ma biodiversité alentour. Je m'occupe de la multiplication des oiseaux, des nourrir. Mais ça, c'est au travers de mon travail quotidien. Donc, ce que j'ai essayé de faire avec ces différents calculs-là, c'est, comme je le disais au début, c'est d'apprécier de façon monétaire ce que peut amener une bande riveraine parce que c'est faux de croire qu'elle n'amène pas des services. C'est certain que ce sont des peanuts. Et vous allez peut-être me dire que 361 mètres dans les calculs qui ont été faits, c'est pas vraiment beaucoup.
surtout dans le cas de renonciation. Mais j'ai calculé aussi pour une distance toujours à 1 mètre sur le replat, pour 1 km par exemple, mais c'est ça, c'est 64 $. Pour 2 km, c'est donc 128 $. Et pour 3 km, bien, c'est 192 $. Ce sont des petits montants. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne parle jamais d'énormes montants, vraiment, que ce soit pour les coûts de renonciation ou encore les services qu'apporte la bande riveraine. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi que la bande riveraine rend des services. 361 mètres, dans les cas qui nous ont été présentés tout à l'heure, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup. Mais quand on le ramène au kilomètre, par exemple, pour les coûts de renonciation dans le maïs, toujours, bien, 1 kilomètre, c'est 64 $, 2 kilomètres, c'est 128 $, et pour 3 kilomètres, bien, c'est 192 $. Et bien sûr, bien, une bande riveraine, ce n'est pas obligé d'être fancy. Les règlements n'obligent pas l'aménagement. Donc, on peut parler de prairies riveraines, on peut parler de bandes fleuries. Le plus important, je crois, c'est si vous avez l'intention de l'aménager ou encore tout simplement d'implanter quelque chose pour justement avoir le dessus ces mauvaises herbes direct en partant, bien, c'est d'en parler avec votre agronome qui vous accompagne là-dedans. Et finalement, bien, il existe aussi un guide, entre autres, proposé par Gestrissol et ProConseil, qui est le guide « À chacun sa bande » qui peut vous accompagner aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser et employer les outils qui existent déjà. On va terminer ça avec les valeurs sans valeur, tout simplement un survol rapide pour tout simplement un message d'espoir. Tiens. Donc, je vous adresse une question. Oui, pourrions-nous penser être rémunérés pour les services écologiques que nous faisons? Pourrions-nous croire que de bonnes pratiques sont à rémunérer, à récompenser? Bien sûr, je crois comme vous que oui. Il y a une autre question qui est en suspens à la suite de ça, c'est connaissez-vous ça, les externalités de marché? Les externalités, en fait, c'est un coût qui n'est pas intégré au prix d'un aliment que l'on a. Des fois, on réussit à internaliser les coûts. Quand on parle de consigne, entre autres, la consigne, ça, c'est une internalisation d'un coût ou d'un bénéfice. La bourse du carbone, la taxe sur le carbone, ALUS, de par les services écologiques, la rétribution des services écologiques, et même quand on parle de valeur des maisons qui augmentent à cause de leur paysage, bien ça, ce sont tous des moyens qu'on a trouvé d'internaliser certaines choses, certains coûts ou bénéfices extérieurs aux biens réels. La seule chose qui est à retenir de ça, c'est que les bandes riveraines, entre autres, ou plein d'autres pratiques qui existent en agriculture, sont des services et l'agriculture doit mettre en valeur les autres services qu'elle a le pouvoir de fournir, autre que celui, bien sûr, de produire une denrée alimentaire puisqu'on est déjà rémunéré par le marché. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et qu'est-ce qu'il faut pour en arriver à une telle rémunération? Bien, est-ce que c'est du courage politique de la part des élus gouvernementaux? Est-ce que c'est une mobilisation citoyenne? Est-ce que c'est une meilleure compréhension de la valeur de ces services écologiques-là? Est-ce que c'est un secteur agricole mobilisé qui amènera à réaliser que les bonnes pratiques sont à rémunérer? Ou bien n'est-ce pas toutes ces réponses? Finalement, bien, la bande riveraine, ce n'est pas une fin en soi, elle doit s'intégrer à une panoplie d'autres bonnes pratiques. Économiquement parlant, je crois qu'il est faux de croire qu'elle est à ce point handicapante. Et finalement, bien, sachez qu'il y aura toujours et encore des professionnels qui existent et qui sont compétents en la matière et qui peuvent vous accompagner pour justement réaliser vos rêves les plus fous. Bon, mais c'est ce qui met fin à la présentation aujourd'hui sur les bandes riveraines. J'espère que vous avez apprécié et vous avez pu comprendre un peu où est-ce qu'on fait en Montérégie, entre autres.
Donc, j'aimerais remercier beaucoup l'Expo Champ de nous avoir offert cette opportunité-là de présenter le fruit de notre travail. Et tout simplement pour vous présenter, tout au long de cette présentation-là, vous avez vu des capsules. Ce sont des capsules que nous avons faites dans le cadre de ce même projet où vous rencontrez des producteurs et des productrices satisfaites de leurs aménagements en bande riveraine et où ils mettent l'accent sur l'importance, justement, d'offrir une biodiversité pour l'environnement dans lequel nous grandissons. À la prochaine fois et vive les bandes riveraines, quoi.